Europe. Europe 1. Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la grève des fonctionnaires. Oui, et ce point de vue à la une du Figaro, si les fonctionnaires sont contre les projets de Macron, c'est parce que les syndicats les ont enrôlés. Ne parlez pas de mal-être ou de coupe budgétaire, la fonction publique est loin d'être maltraitée, ajoute le journal, qui s'explique donc ce mouvement par la volonté des syndicats de reprendre la main après l'échec de la mobilisation contre la loi travail. La grogne ne serait donc qu'une baudruche et ce matin, nombre d'éditorialistes l'enterrent d'avance. L'unité syndicale n'est qu'une façade, écrit Henri Lauré dans le Télégramme. Dans l'opinion, Nicolas Bétou voit surtout cette mobilisation comme le syndrome victimaire de la fonction publique. Bref, Emmanuel Macron aurait tort de s'inquiéter, conclut Bruno Dive dans Sud-Ouest. Cette journée de grève ressemble plus à un coup de semonce qu'au coup d'envoi d'un grand soir social. Fermez le banc. Avec tout ça, on en oublierait presque les raisons de la colère. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser les fonctionnaires à décider de faire grève? C'est le dossier de La Croix qui explique qu'au-delà de leur pouvoir d'achat, les agents publics craignent les suppressions de postes. Ils réclament un débat de fond sur les missions de service public. De son côté, Libération s'intéresse aux agents de Pôle emploi qui font face à des baisses d'effectifs alors que le nombre d'inscrits augmente. Il y a aussi les médecins hospitaliers qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Et puis, si ça ne suffit pas, il y a le ras-le-bol des CRS raconté par l'Humanité, des agents surmenés et sans moyens. À la une du Berry républicain, on trouve aussi ce dessin, pleine page, où un homme fait face à une enseignante, un magistrat, une infirmière et un policier. On trouve toujours qu'il y a trop de fonctionnaires, dit-il, jusqu'à ce qu'on ait besoin de vous. Qu'est-ce qui dicte nos choix? Comment prend-on nos décisions? C'est le thème de recherche que le comité Nobel a choisi de récompenser hier. Oui, l'Académie suédoise a décerné le prix d'économie à l'Américain Richard Thaler sur le site slate.fr. Pierre Rondeau résume sa théorie, celle du management du coup de pouce, qui part du principe que la plupart du temps, les choix que nous faisons sont irrationnels et illogiques. Alors, comme on ne peut pas compter sur la logique des individus, l'idée, écrit Pierre Rondeau, c'est donc de leur imposer des décisions tout en leur faisant croire qu'ils conservent leur liberté de choix. Le journal donne l'exemple le plus connu, celui des toilettes publiques. Ça se passe au début des années 2000 à l'aéroport d'Amsterdam. Afin de réduire les coûts de nettoyage, les dirigeants ont fait déposer de fausses mouches sur les urinoirs dans les toilettes des hommes. Résultat, tentés par l'idée de viser le plus de fausses mouches possible, ces messieurs ne faisaient plus pipi à côté, mais bien dans la cuvette. Les dépenses de nettoyage, elles, ont baissé de 80%. C'est formidable. Oui, mais si ça marche pour les toilettes, c'est nettement plus compliqué pour la politique. Ah oui. Emmanuel Macron suppose qu'en réduisant la fiscalité sur le capital, on incitera à l'innovation et à l'investissement. Or, écrit Slate, contrairement aux mouches dans les toilettes, rien ne permet de l'espérer. Rien ne dit que les contribuables les plus riches iraient réinjecter leur surplus dans l'économie française. Oui, mais ça peut soulager. Effectivement, à en croire le Parisien, les contribuables assujettis à l'ISF n'ont pas vraiment l'intention d'investir. Le quotidien est allé interroger Didier, un retraité de 65 ans qui possède un patrimoine d'un peu plus de 2 millions d'euros. Que ferait-il de l'argent gagné, demande le journal. Va-t-il l'injecter dans l'économie réelle? Je n'ai pas envie, répond Didier. Je ne veux prendre aucun risque et pour l'instant, je préfère autant payer plus d'impôts que de faire des placements risqués. Comme quoi, comparer des urinoirs à des placements, ça a quand même ses limites. Et pour comprendre ce qui motive nos choix, je vous conseille aussi la lecture du dernier numéro de la revue L'Éléphant et cet article, page 88, sur la rationalité humaine. Là, ce sont les travaux d'un autre professeur d'économie comportementale, Dan Ariely, qui sont passés au crible. Il est l'auteur d'un livre intitulé « C'est vraiment moi qui décide ?» avec un petit point d'interrogation. Il explique notre attrait inconscient pour le chiffre zéro en termes de prix et de calories, par exemple. La facilité aussi avec laquelle nous tombons dans le piège de la gratuité ou du conformisme, tout en étant persuadés d'avoir choisi librement. Dossier complet à lire donc dans la revue L'Éléphant. Enfin, évidemment, tous vos journaux, et c'est souvent à la une, rendent hommage à Jean Rochefort. Du Courrier de l'Ouest à la Provence, en passant par Midi Libre et aujourd'hui en France, sa moustache fait la une de la plupart des quotidiens. On trouve notamment cette belle formule dans Libération rendant hommage au féru d'équitation qu'il était. L'acteur a mis pied à
à terre, écrit le journal sur la couverture. Un Jean Rochefort en noir et blanc et ce visage si expressif, jouant la surprise, les yeux écarquillés. En 60 ans de carrière, raconte Ève Beauvalet et Guillaume Thion, il se sera forgé un solide capital sympathie, davantage attaché à son personnage qu'à l'épaisseur des rôles. Libération qui rappelle l'une de ses dernières apparitions, c'était sur France 5, dans le programme intitulé Le Bolos des belles lettres, où sa voix résumait les grandes œuvres de la littérature avec le vocabulaire du 21e siècle. Cyrano, Madame Bovary, Le Cid ou encore Roméo et Juliette. Grosse bol dans le terre-terre, parce que il y a les Montaigu et les Capulet, les demi-fa de Vérone, qui se tapent les pecs, comme des Lopez sur YouTube. Dans tout ce maelstrom, il y a un Véronais fragile, Roméo, qui match à 200 sur Tinder avec une collégienne bien fraîche au parfum d'Orient, mais gros à kick de la fatalité, parce que la collégienne, c'est Juliette, la petite dernière de la famille rivale. Voilà, Roméo et Juliette, c'est le sbeul dans le terre-terre, Patrick. Oui. Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre des familles. Bref, une autre manière de pousser, jeunes et vieux d'ailleurs, à faire le choix de lire les grands classiques ou d'aller au théâtre. Une incitation drôle et poétique, sans aucune arrière-pensée économique ou financière. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.